Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce vendredi, l'Étoile se refait une beauté. Le navire école à voile de la Marine nationale est en cale sèche pour de gros travaux qui vont durer encore 3 mois. Opération séduction des chefs cuisiniers dans le Morbihan. La restauration tente de créer des vocations auprès des demandeurs d'emploi. Et puis le meilleur Queenaman vient d'Ifanic en Ille-et-Vilaine. Ainsi en ont décidé les juges du concours qui s'est tenu récemment à Ploufragan. Nous reviendrons sur cette épreuve. Et puis nous retrouverons aussi Maël Moisan, journaliste sport au Télégramme. Bonjour Maël. Bonjour Frédéric. Et ce vendredi avait lieu une annonce importante, la création d'un nouveau stade à Brest. Oui, un stade de 13 à 15 000 places, situé dans un endroit stratégique, donc à proximité d'Ikea à Guipava, et donc desservi par le tramway est desservi là-bas, et puis vraiment au carrefour des axes est et nord de la métropole brestoise. Nous y revenons dans un instant. Maël, bienvenue dans ce JT du vendredi 16 mars 2018. Ce vendredi avait lieu donc l'annonce de la construction du nouveau stade de Brest. Une annonce un peu improvisée, il faut le dire. Ce projet, on en parle en effet depuis plusieurs années. Mais c'est aujourd'hui que l'actuel stade vieillissant va être remplacé. C'est décidé. Qu'en est-il de ce nouvel équipement, Maël ? Donc un stade, comme on le disait, un stade de 13 à 15 000 places, donc très loin des 20 000 ou 30 000 dont on a parlé depuis des décennies. Mais ce sera un stade confortable et ultra moderne, ont insisté les dirigeants, très connecté et aménagé. Aménagé avec des animations, des cafés, des restaurants, bars, hôtels. Et juste pour un petit exemple sur une petite illustration de ces hôtels, on parle de 24 loges-chambres qui seraient orientées vers le terrain. Alors, les gens pourront regarder directement le stade depuis leur lit. Quand est-ce qu'auront lieu justement ces premiers matchs ? Alors, si tout va bien, je reprends les termes de Denis Lessein, le président, en septembre 2021, mais a priori, on pourrait se diriger plutôt vers 2022. Il a détaillé, on part sur quelques mois encore pour ficeler le projet, 2 ans de construction, et donc derrière, un stade qui pourrait être, donc, comme je l'ai dit, en fin 2021, début 2022, opérationnel. Donc il faut attendre encore 4 ans. Quel sera le coût de ce nouvel équipement qu'on vient d'apercevoir ? Donc là aussi, le coût a été annoncé, 70 à 80 millions d'euros. Un financement entièrement privé, mais qui ne serait pas tout à fait bouclé, même si tout porte à croire quand même que le tour de table est très bien avancé. Il n'y reste que le terrain de 13 hectares, qui appartient aujourd'hui à la métropole brestoise, mais François Cuyande, qui était présent également, a indiqué qu'il serait cédé très prochainement. Avec la construction de ce nouveau stade, Maël, quelles sont les ambitions justement du stade brestois ? Bon, évidemment, c'est une lapalissade, mais le Stade brestois vise la Ligue 1, puisque pour rentabiliser son stade, il voudrait monter en Ligue 1, et surtout aller capter des supporters du côté de l'Est, dans le pays morlaisien, où on est aussi tourné vers Guingamp, et vers le Sud à Quimper, où il y a la forte concurrence de Lorient. Eh bien, Maël, merci beaucoup. On espère que la tribune presse sera aussi confortable que les appart-hôtels qui donnent sur le stade. Merci à vous. Et donc, rendez-vous dans 4 ans. Le choix du PS finistérien, les nouveaux animaux qui sont arrivés à Pont-Scorff et puis l'épidémie de rougeole à Carhaix, c'est à retrouver tout de suite dans le 5 Info préparé ce vendredi par Jérôme Gallo. La rougeole sévit à Carhaix dans le Finistère. Une cinquantaine d'élèves du lycée Diwan ont été atteints par cette maladie très contagieuse. Quelques-uns ont même été hospitalisés à cause de complications pulmonaires. Si l'établissement n'est pas contraint de fermer, le préfet a demandé aux non-vaccinés de rester chez eux durant 3 semaines. Au total, 90 cas ont été recensés depuis début février dans le Finistère et les Côtes-d'Armor. 1391 militants bretons ont participé jeudi à l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste. Et comme dans le reste du pays, Olivier Faure arrive largement en tête dans le Finistère à 46%, le Morbihan à 50% et l'Ille-et-Vilaine à 57%. Seuls les militants de Côtes-d'Armor se démarquent pour avoir mis en tête Stéphane Le Foll à 42%. La victoire d'Olivier Faure ouvre la voie à Johan Nedelec. Le maire du Relecq-Kéruon devrait probablement briguer la tête du PS dans le Finistère le 29 mars prochain. Les zadistes se mobilisent à Morlaix. Ils étaient une trentaine ce vendredi après-midi à manifester contre les expulsions programmées de la ZAD, c'est-à-dire la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Après l'abandon du projet d'aéroport, l'évacuation est programmée à la fin de la trêve hivernale, d'ici une quinzaine de jours.
Le comptoir irlandais souffle ses 30 bougies et en 30 ans, ces boutiques bretonnes qui importent des produits irlandais en ont fait du chemin. Hervé Talog, son président, compte 45 comptoirs pour un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. Pour continuer à grandir, l'entreprise rêve de créer une distillerie à la Pointe-Bretagne. Plus de 2 tonnes de livres et de fournitures scolaires sont en transit ce vendredi entre Quimper et la Tunisie. Les étudiants en logistique de l'IUT, réunis sous l'association Calumet, ont expédié hier ce conteneur à destination d'élèves tunisiens défavorisés. Un beau moyen pour ces étudiants de mettre en application les leçons apprises durant leurs cours. La Marine nationale possède encore 10 bateaux avec des coques en bois. Ce patrimoine est en cours de restauration. Chantier de 4 millions d'euros qui va durer 4 ans. Lancé en 1932, l'Étoile, bateau-école mythique de la Marine nationale, est en cale sèche dans l'arsenal de Brest depuis le mois de décembre. Au programme, 6 mois de travaux, charpente, mais aussi rénovation mécanique sont au programme. Visite de ce chantier avec Sophie Lecroisier. L'Étoile en cale sèche pour un lifting de 6 mois. Cela n'était pas arrivé depuis 1975. Ce joyau de la Marine nationale, à la fois vitrine mais aussi patrimoine, se devait d'être rénové. Mais impossible de sortir longtemps le bâtiment école du circuit. C'est donc une course contre la montre que se livrent les 40 personnes qui interviennent quotidiennement sur le bateau. Ici, les charpentiers de marine s'activent au remplacement des précintes et des membrures. Bateaux comme l'Étoile ou la Belle Poule sont très spécifiques déjà par leur taille, parce que c'est des grands bateaux en bois, c'est des bateaux de 32 mètres. Des bateaux qui sont structurés de manière qu'on n'a absolument pas l'habitude. Des bordées en 10 cm d'épais, on ne le fait pas. Généralement, un bordé chez nous fait 3 cm, 4 cm d'épais. Donc, il faut trouver les arbres, il faut adapter les mises en œuvre. Ces travaux redonnent du potentiel au bateau. Les 16 membres d'équipage sont témoins et acteurs de cette rénovation. Une partie des lignes de travaux sont dédiées à l'équipage. Je pense notamment à la réfection de la mâture. C'est l'équipage qui reprend toutes les boiseries, que ce soit mâture ou superstructure, les roufs, les capots, les cockpits, toutes les poulies, tout le gréement. La mécanique de l'Étoile est entièrement revue. Système de propulsion, compartiment des machines, usine électrique, du sur-mesure pour ce voilier de 86 ans. Aujourd'hui, vous avez juste derrière vous des caisses à gasoil qui ont été reconfectionnées par notre bureau d'études intégralement, adaptées à la structure du bateau. Voilà, donc totalement revues et qui vont être implantées à bord. L'Étoile reprendra ses fonctions en mai prochain. Elle est vivement attendue. L'année dernière, plus de 900 élèves de la marine ont embarqué sur la goélette. Comment séduire de potentiels candidats au métier de l'hôtellerie-restauration ? Eh bien, la ville de Vannes et Pôle emploi ont décidé de montrer les métiers aux demandeurs d'emploi dans ce secteur. Cette semaine, l'opération Cuisine ton avenir a permis à des candidats d'échanger avec des chefs de 12 restaurants. Reportage de Fanny Coconnier. La cuisine est entrée en opération séduction. Cette semaine, 41 demandeurs d'emploi ont pu pénétrer dans des cuisines vannetaises, comme dans celle de Thierry Séchel, chef étoilé. Ici comme ailleurs, des postes en cuisine ou en salle sont à pourvoir. On a effectivement dans notre profession des soucis pour faire travailler les gens le week-end, pour faire travailler les gens en coupure. Donc on a effectivement sur un certain public des soucis de recrutement, mais même chez les jeunes, on voit aujourd'hui des jeunes qui, une fois diplômés, quittent le métier au bout de 1 à 2 ans, alors qu'avant on les voyait occuper le terrain pendant 10 ans avant une reconversion. L'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration estime que 4 à 500 postes sont disponibles à l'année sur le département et des chefs tentent d'adoucir les conditions de travail pour que chacun s'y retrouve. Et chaque entreprise de plus en plus essaye de trouver les moyens nécessaires pour que le salarié qui travaille dans nos entreprises s'y retrouve et qu'on puisse se trouver à un juste équilibre pour le bien-être, que ce soit pour la vie privée ou la vie professionnelle. Cette semaine, ce discours s'adresse notamment à des demandeurs d'emploi en reconversion comme Eric et Christophe. Pour eux, l'opération séduction a fonctionné. Ça me conforte dans mon choix, voilà. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que oui, ça va. Je vais continuer là-dedans. Ouais. Ces premiers contacts directs pourront, pour certains, déboucher sur des embauches.
Le verdict est tombé. Le meilleur Queen Amman de Bretagne vient d'Iffénique, en Ille-et-Vilaine. Réunis à Ploufragan, les jurys ont cherché à la fois le moelleux et le croustillant avec une recette simple, du beurre et du sucre. Et c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à réaliser, comme a pu le constater Mathilde Kemener. Ce matin, ce pâtissier guingampais confectionne l'une des institutions bretonnes, le Queen Amman. Après avoir réalisé la pâte, il intègre le beurre, puis le sucre. Et pour le pliage, pas de farine sur le plan de travail, mais encore du sucre. Alors la recette idéale du Queen Amman, c'est un Queen Amman pas trop gras et pas trop sucré. Et après plusieurs essais, nous avons réussi à trouver une bonne pâte et une bonne cuisson. Comme ce pâtissier, ils sont une quarantaine cette année à avoir fait le déplacement des 4 coins de la Bretagne pour amener leur Queen Amman au concours régional à Ploufragan. Le jury, composé d'anciens professionnels, note à l'aveugle l'aspect extérieur. On ne présente pas un Queen Amman comme ça, un Queen Amman c'est rond quoi. Il est disqualifié normalement. Puis l'aspect intérieur. L'aspect est joli, mais on a du croustillant, mais là on n'a rien à manger plat. Et pour finir, il note aussi le goût. Malgré des ingrédients simples comme la farine, l'eau, le sucre ou le beurre, tous les Queen Amman sont différents et les revisiter ne plaisent pas au jury. On essaye de faire passer des nouveaux produits pour commercialiser, la farine bio. Il y en a même un qui ont mis de l'eau osmosée. L'eau osmosée, ça ne sert à rien du tout. Il y en a qui mettent du beurre doux, d'autres qui vont chercher du beurre en Belgique. C'est plus du Queen Amman. Après une journée de dégustation, le meilleur Queen Amman de Bretagne se trouve à Iffendic en Ille-et-Vilaine chez Jean-François Boisbunon. Les jurés conseillent de savourer ce dessert tiédi avec une boule de glace vanille et une bolée de cidre. Voilà, bon appétit bien sûr. On se quitte sur cette charmante recette du Queen Amman et on se retrouve lundi pour un nouveau JT Breton, toujours à la même heure. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site www.tbotv.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. À bientôt.